Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec l'épisode de la rentrée, c'est Highlight avec mes compères Benjamin Carlier et Christophe Le Petit. Bonjour messieurs. Salut Pierre. Salut Pierre. Merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle saison. Comme d'habitude, on va prendre un petit peu de temps pour traiter de l'actualité économique, institutionnelle, politique du sport. Et au menu aujourd'hui, on a pas mal de choses. On a évidemment le lancement de cette fameuse chaîne Ligue 1 Plus et le bras de fer qui continue avec Canal Plus. On va essayer d'y revenir un petit peu. Les 100 jours d'Amélie Ouéda-Castera à la tête du CNOSF. On voudrait aussi reparler de cette intention de la ministre des Sports d'utiliser les gymnases des écoles pour les associations sportives. On va aussi parler des conséquences potentielles de la chute du futur gouvernement Bayrou et du renouvellement des ministres qui est attendu. Et donc, qui va prendre la place potentiellement de Marie Barzac ou y aura-t-il de la continuité? Et puis aussi, on voulait aborder un élément important, c'est que LA 2028, qui organisera les Jeux en 2028 à Los Angeles, a ouvert la voie à une nouvelle manière de monétiser les stades, à savoir trouver des namers pour des stades, une belle entorse à une règle ancestrale du CIO. On va revenir sur tout ça. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Plus que jamais. Parfaitement prêt. Super. Écoutez, le feuilleton de cet été était vraiment le feuilleton de la Ligue 1, puisque après des atermoiements pendant des années sur qui allait être le broadcaster, le diffuseur officiel, finalement, avec l'arrivée de Nicolas Taverneau, il y a eu le lancement de cette fameuse chaîne Ligue 1+, et donc l'autonomisation des clubs sportifs et de la Ligue sportive de football, professionnelle de football, pardon, pour diffuser eux-mêmes, en tout cas pour opérer eux-mêmes tout ça. Est-ce que Christophe, tu peux nous faire un rapide état des lieux, remise en contexte et peut-être nous partager les premiers chiffres qu'on a pu entendre, parce que il se dit que c'est plutôt une réussite pour l'instant. Ouais, effectivement. Donc pour la mise en contexte, on va pas repartir trop loin parce que ça nous ramènerait quand même très longtemps en avance et puis ça exploserait le timing du podcast. Mais les auditeurs peuvent écouter d'anciens podcasts, soit les nôtres, soit d'autres de tes invités. Non, le contexte, il était relativement simple et, enfin en tout cas lisible. C'est-à-dire que on avait la saison dernière 2 diffuseurs pour la Ligue 1, DAZN et beIN Sport. DAZN pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas nécessairement, mais en particulier, je dirais un lancement à un prix commercial trop élevé et puis une lisibilité mal perçue par les téléspectateurs n'a pas réussi à véritablement bien s'implanter et donc a commencé a voulu négocier des rabais avec la LFP et donc pour résumer de façon très courte une histoire peut-être un peu longue, il y a eu un accord entre la LFP et DAZN pour que DAZN sorte de ce contrat à l'issue de son unique année finalement d'exploitation de l'exclusivité de 8 des 9 rencontres de Ligue 1. Ouais, des soucis de piratage aussi, hein. Énormément, en lien effectivement avec le problème des droits qui passent d'un diffuseur à un autre en 3 ans, voilà, en 3 ans 3 diffuseurs, ça a perdu beaucoup des consommateurs. La télévision, c'est une question d'habitude, hein, vraiment. Donc les consommateurs et les téléspectateurs ont perdu leurs habitudes. Ceux qui étaient vraiment très intéressés ont vu DAZN se lancer avec une politique tarifaire vraiment très étrange, un tarif très élevé. Et ils ont couru derrière la caravane après en baissant les tarifs au fur et à mesure, mais ça a jamais compensé. Donc une explosion du piratage. Voilà. Et donc en fait tout ça pour dire que dans le courant de l'été, la Ligue s'est retrouvée avec beIN Sport qui conserve une rencontre et finalement 8 rencontres à disposition. Il n'y avait pas de concurrence, pas d'acquéreurs potentiels ou en tout cas à des tarifs qui étaient peut-être pas du tout ceux qui auraient pu être attendus par la Ligue. Et donc, il a été fait le choix de lancer cette plateforme Ligue 1+, qui s'appelle Ligue 1+, c'est-à-dire que la Ligue exploite en direct ses droits à travers cette plateforme. On la commercialise en direct auprès des consommateurs, mais ils ont fait le choix d'une stratégie d'hyper-distribution, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'une commercialisation en direct aux consommateurs. Ils ont aussi noué de très très nombreux accords de distribution avec la quasi-totalité des acteurs sur le marché, à l'exception de beIN Sport, de Canal+, pardon. Canal, ouais. Et donc, on va revenir sur le sujet dans quelques instants. Et donc, la plateforme s'est lancée autour de la première journée de championnat, en étant accessible en direct ou à travers les fournisseurs d'accès à Internet, à travers DAZN également, à travers Amazon, des stratégies de distribution extrêmement larges pour que finalement elle soit accessible très vite et très tôt par le plus grand nombre et à un tarif
vraiment très attractif puisque on a un tarif de lancement avec un prix sur les 3 premiers mois qui est à 9,99 par mois, donc 10 € par mois. Ensuite, un tarif à 12,99. Et donc oui, pour revenir sur ta question, un succès sur le lancement. Déjà, il faut le souligner parce que ça n'a pas été le cas toujours, y compris quand des acteurs plus installés sur le marché s'étaient lancés. Un succès technique. Il y a eu très peu de bugs, en tout cas sur le plan technique. Et moi, je me suis abonné en direct et j'ai eu absolument aucun bug. Le premier match, qui était un Rennes-Marseille, s'est déroulé dans d'extrêmement bonnes conditions de production, de captation, quelques innovations avec les caméras dans les vestiaires des arbitres, dans les vestiaires des joueurs, etc. Donc voilà, c'est intéressant. Quelques insights, c'est ce que les gens demandent. Et puis effectivement, donc succès technique et puis succès commercial. Nicolas de Taverneau a fait un peu la tournée des médias dans la foulée du lancement, puisqu'il a très vite annoncé l'atteinte de 600 000 abonnés. Donc sans préciser lesquels étaient abonnés en direct et lesquels étaient abonnés via des distributeurs. Mais 600 000 abonnés, c'est 60% de l'objectif de l'année, puisque l'objectif de l'année que Nicolas de Taverneau s'était fixé, c'était 1 million. Et donc il y avait de bonnes raisons d'espérer côté LFP pouvoir atteindre, pourquoi pas assez vite finalement, cet objectif du million d'abonnés. Qui plus est, effectivement, s'il revenait dans la danse, l'acteur principal sur la distribution de contenu, c'est-à-dire Canal+, mais ça a l'air un petit peu complexe. Ouais. Benjamin, tu veux ajouter quelque chose? Ça a été aussi l'occasion de responsabiliser les clubs sur un peu l'évangélisation de cette nouvelle chaîne, parce qu'ils étaient ils sont très dépendants des revenus de cette chaîne. Là, c'est sûr qu'on a quand même pas mal de clubs qui sont en difficulté, donc au moins ils sont obligés de jouer le jeu à 200%. Moi, juste dire, effectivement, comme l'a dit Christophe, que la Ligue a prouvé son savoir-faire sur le sujet. Ils ont été bons, ils sortent un produit qui est qualitatif, et donc ça, c'est très positif. Après, sur le succès commercial, moi, je vais attendre un petit peu de voir ce qui se passe d'ici la fin de la saison, puisque même si je n'ai aucun chiffre pour remettre en cause ce que dit Nicolas de Taverneau, et je crois bien qu'il y a 600 000 personnes d'une manière ou d'une autre qui sont abonnées, je pense que quoi qu'il arrive, il aurait communiqué sur un succès commercial les premiers mois parce qu'il fallait que l'engouement soit positif. Donc ça, on va attendre quand même d'avoir un petit peu le recul pour voir si c'est le 600 000 avec toutes les offres promotionnelles qui peuvent exister chez les uns, chez les autres, etc. Les offres d'abonnement gratuit pendant un certain temps ou à tarif réduit, etc., etc. Donc ça, on va quand même attendre la fin de la saison pour voir si c'est un vrai succès commercial. En tout cas, par rapport à tous les doutes qu'on pouvait avoir, parce qu'il y avait des doutes, c'est vrai, c'est une chaîne qui est plutôt bien née et tout est plus facile en général quand les débuts se passent bien, et on a connu des débuts catastrophiques. Donc Christophe a raison de souligner que là, a priori, tout se passe plutôt bien. Maintenant, pour parler de succès commercial, et il faudra attendre évidemment un petit peu. Et comme l'a dit Christophe, c'est aussi une question d'habitude. Donc le succès commercial, de toute façon, il faut qu'il se crée dans la durée pour que ce soit une bonne opération pour la Ligue et pour les clubs. Ouais, il faut féliciter les équipes de la LFP quand même pour ce lancement, ce qui est une première européenne, je crois. Il n'y a aucune ligue de football qui a à ce point-là maîtrisé son produit, enfin en tout cas qui a vraiment opéré la production, la captation, la distribution de son propre produit. Peut-être que ça va dessiner une nouvelle ère pour les grands détenteurs de droits. En tout cas, ça donne confiance dans la capacité, encore une fois, des Français à innover, même s'ils étaient dans une forte crise, ils sont en train de relever ce défi et peut-être d'écrire un nouveau paradigme. On verra dans quelques années. Je vous propose de passer au deuxième sujet. Pour les politiques, et notamment pour les présidents, on calcule souvent la performance aux 100 premiers jours. En tout cas, on est souvent très soucieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans leurs 100 premiers jours de mandat. Je m'étais dit qu'on allait faire un petit peu la même chose pour la nouvelle présidente du CNOSF. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 100 premiers jours d'Amélie Oudéa-Castéra? Qu'est-ce qu'on a à se dire sur ça? On pouvait se douter quand on connaît un petit peu le personnage qu'elle allait se mettre très très sérieusement au travail. Donc on peut dire qu'il y a un premier mois qui a été consacré à la mise en place de la gouvernance au CNOSF. A priori, ça n'a pas chômé. Il fallait que toutes les instances soient mises en place, soient opérationnelles. Le bureau, le CA, qui s'occupe de quoi, qui gère quel dossier, etc., etc. Donc il y a déjà eu un gros travail d'organisation qui a été effectué. Ça, c'est je pense,
l'une des premières choses que l'on peut dire. La deuxième chose dont on peut parler, c'est des prises de position très fermes, très rapidement, sur les problématiques budgétaires du sport, justement au niveau du gouvernement. Il y avait forcément elle vient de la majorité quand même. Enfin, elle est issue. Elle a été nommée par ce président de la République comme ministre des Sports il y a quelques années, donc on pouvait toujours s'interroger aussi sur l'attitude qu'elle pourrait avoir par rapport à ça. Elle n'a pas laissé place au doute avec une communication très claire, très directe, très franche, très maligne. On a connu souvent le CNOSF qui se cachait un petit peu derrière son nom, qui parfois surréagissait à des moments parce qu'il n'avait pas assez réagi avant, etc. Là, on sent que c'est plus clair, net, précis. Donc ça fait partie pour moi des choses un petit peu importantes. Dans la même veine, je dirais que on sent un CNOSF qui ne fuit pas ses responsabilités, que ce soit sur les problématiques que rencontrent les femmes de l'équipe de France de boxe actuellement, où le CNOSF a communiqué très rapidement, très vite sur la problématique que posait, fédérer potentiellement les 3-4 fédérations nationales qui rencontrent le même problème que l'équipe française sur les tests de féminité, que ce soit sur la présidence de la Fédération française de karaté, où pareil, le CNOSF a pris ses responsabilités très rapidement. Donc ça, c'est quand même un élément fort de ce que fait Amélie Oudéa-Castéra à la tête du CNOSF. On a un CNOSF qui assume pleinement son rôle, et encore une fois, parfois il y avait le chaud, le froid, et c'était un petit peu compliqué. Là, c'est assez net. Et puis moi, je finirai, et je laisserai bien sûr Christophe répondre, mais aussi par une présence sur le terrain. Elle a fait pas mal de déplacements, la présidente du CNOSF, y compris dans des fédérations voilà, qu'on connaît un petit peu moins, de vol libre, etc. Enfin, elle a profité aussi de l'été pour aller travailler sur le sport et la pratique sportive dans toute sa diversité. Donc on sent qu'elle a envie aussi de se déplacer et d'aller voir ce qui se passe concrètement et opérationnellement sur les territoires et dans toutes les fédérations. Donc je pense que elle n'a pas dû partir longtemps en vacances, vu tout ce qui a été fait déjà depuis 100 jours. Et puis après, encore une fois, hein, on n'est pas en politique, c'est le CNOSF, donc c'est plus la mise en place de structures. Mais voilà, pour moi, on peut retenir ça, le fait d'avoir une structuration assez claire qui est en train de se passer, une prise de responsabilité, une prise de parole nette et précise sur les sujets qui le nécessitent, et une présence sur le terrain. Donc plutôt des choses positives. On attend avec impatience de voir la suite. Et toi, Christophe? Non, honnêtement, pas grand-chose de plus à dire. C'est une présidente qui est arrivée comme elle était au ministère des Sports, et puis je pense comme elle a été dans toutes ses fonctions, qu'elles soient sportives ou non sportives, c'est-à-dire avec l'envie de maîtriser ses dossiers, de connaître ses dossiers. Non pas qu'elle ne les connaissait pas avant, mais elle les connaissait déjà. Mais voilà, quand elle représente désormais le CNOSF, c'est quelqu'un qui veut pas y aller les mains dans les poches, et donc elle travaille beaucoup les sujets avec ses équipes, évidemment, hein, pas toute seule, que ce soit les autres élus ou l'administration du CNOSF. Donc on l'a retrouvée au CNOSF comme elle était précédemment au ministère des Sports. Ça, c'est quelque chose de très appréciable, parce que ça veut dire que voilà, elle va être fine et sur l'ensemble des éléments et qu'elle va avoir à traiter, et donc elle saura être précise dans ses analyses et dans les actions à mettre en œuvre. Oui, la structuration, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de recrutements. Alors elle a conservé son directeur général qui était là précédemment, donc c'est aussi une forme voilà d'intelligence, de se dire on va pas tout chambouler, tout révolutionner. Il y a des gens qui sont aussi en place, et on leur fait aussi confiance. Elle avait très probablement identifié des manques qu'elle est en train de combler par des recrutements. Donc elle staffe aussi l'administration du CNOSF. Et puis au-delà des sujets listés par Benjamin, voilà, moi je pense aussi, je crois savoir qu'elle a l'ambition de faire entendre la voix du mouvement sportif et du sport français, dans le cadre des futures discussions, débats, échanges qui vont s'ouvrir très prochainement en amont des élections municipales, puisqu'on sait que le bloc communal, les communes et les intercommunalités, sont les premiers partenaires
public du sport français. Donc là, il y a un vrai gros enjeu à ce que le CNOSF puisse aussi être proactif dans ces discussions, dans ces débats-là. Et je crois savoir que ça fait partie de ses objectifs et de ses ambitions très fortes pour ce début de saison sportive, là, pour ces prochains mois et ce début d'automne. Ouais, tu fais une transition parfaite sur le sujet d'après, qui est... Je suis désolé, je vais casser la transition. Ah purée. Tu sais que c'est un métier, Benjamin. S'il commence à... Non, je suis désolé, mais parce qu'il faut souligner un des vrais enjeux du CNO quand même, et je pense que c'est important que tout le monde l'ait en tête, c'est la gestion du fonds de dotation, parce qu'il y a un petit pactole qui est récolté quand même suite à Paris 2024, et une des premières choses qui a été faite, c'est le lancement de ce fonds de dotation, la gouvernance de fonds de dotation. Elle a communiqué là-dessus fin juin ou début juillet. Il y a plusieurs dizaines de millions d'euros, et savoir ce que le CNOSF va pouvoir faire de cet argent, c'est quelque chose qui est absolument décisif, parce que ça peut être des investissements absolument majeurs pour l'avenir du mouvement sportif français. Donc ça, c'est un des vrais sujets qu'elle a pris tout de suite en main naturellement, et qui va être déterminant dans ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc je m'en serais tellement voulu de ne pas mentionner ce sujet que j'ai pris le risque de casser ta belle transition avec le... J'ai quand même une autre transition en tête, parce que comme ce fonds de dotation va être notamment lié aux équipements sportifs, ça me fait une transition sur notre troisième sujet, c'est les équipements sportifs et la sortie de Marie Barzac, donc la ministre des Sports, sur cette volonté que les associations sportives et le mouvement sportif français puissent davantage capitaliser sur les terrains, les gymnases qui sont à l'intérieur des écoles. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir, Christophe ou Benjamin, sur cette volonté qui n'est pas une volonté qui date d'hier, hein, c'était déjà quelque chose qui était apparu dans les programmes des uns et des autres. Ouais, je me lance et Benjamin, tu complètes. La thématique des équipements sportifs, elle est complexe. On sait que parmi les raisons qui peuvent expliquer une difficulté d'accueil des néo-pratiquants post-Jeux de Paris 2024 et ou une difficulté de fidélisation de ces néo-pratiquants ou même des pratiquants tout court tient à la qualité des équipements sportifs, au nombre des équipements sportifs, à l'accessibilité des équipements sportifs. Et donc, il y a beaucoup de réflexions depuis plusieurs années désormais maintenant sur ce sujet-là, avec aussi une cellule Data ES du ministère des Sports qui fait beaucoup de choses, qui travaille depuis de nombreuses années là-dessus, et aussi avec un système d'information qui est hyper précis, beaucoup plus précis qu'il ne l'était. Donc ça, c'est intéressant. Mais effectivement, dans cette discussion-là, dans ces éléments-là, depuis plusieurs mois, on voyait sortir la possibilité ou le sujet de pouvoir utiliser des équipements sportifs scolaires pour les clubs associatifs, en particulier au moment où ces équipements sportifs scolaires ne sont pas utilisés par les scolaires. Depuis plusieurs mois, parce que Amélie Oudéa-Castéra, dans ses précédentes fonctions, avait déjà évoqué ce sujet-là, et effectivement Marie Barzac, plus récemment, l'a remis sur le devant de la scène, en indiquant qu'il fallait désormais que tous les équipements sportifs scolaires soient accessibles. Alors c'est un vœu évidemment intéressant et important, parce que ça permettrait de desserrer la contrainte. Pour autant, c'est pas nécessairement ce qui va révolutionner le sujet, parce que ces équipements sportifs scolaires, alors, ils peuvent parfois être la propriété des établissements scolaires eux-mêmes, et donc là, il y a possiblement des marges de manœuvre pour trouver des nouveaux créneaux qui ne sont pas utilisés, en particulier les mercredis après-midi ou les week-ends ou en soirée, puisqu'il n'y a pas de scolaire sur ces temps-là. Mais d'autres équipements qui sont utilisés par les établissements scolaires, que ce soit les écoles primaires, collèges, lycées ou même les universités, sont aussi des équipements des municipalités ou des intercommunalités, et sont déjà occupés par les associations sportives. Donc je pense pas que ce soit un vrai game changer sur le paysage d'ensemble et sur les enjeux vraiment très saillants, très marquants des équipements. Ça permettra peut-être de desserrer les contraintes ici ou là, et c'est vrai qu'il faut aller sur ce terrain-là aussi, parce que il y a un vrai sujet de saturation, de qualité, d'accessibilité, mais c'est peut-être pas ce qui va vraiment complètement révolutionner la donne. Et je disais, enfin, tu disais en introduction, on a connu cette année la plus forte croissance du nombre de licenciés que la France ait jamais connu. C'est l'effet post-JO, et du coup, il y a plus de 17 millions, 18 millions de licenciés en club.
En effet, il faut pouvoir les accueillir, alors que dans les années précédentes, il y en avait bien moins. Donc finalement, il y a un problème d'infrastructure. Benjamin, tu voulais peut-être ajouter un mot sur ça? Non, juste dire, comme Christophe l'a très bien dit, que je crois que c'est dans la loi de 2022 sur démocratiser le sport en France où il est déjà fait mention de l'ouverture de ces établissements scolaires pour les associations sportives. Donc, que ce soit une volonté, que ce soit une excellente idée, que ce soit nécessaire, on est un petit peu tous d'accord avec ça. Maintenant, il va falloir distinguer ce qui relève de la communication ou du vœu pieux et ce qui relève de la réalité des terrains. Aujourd'hui, sur le terrain, ça fonctionne très bien quand on a une volonté partagée du directeur d'établissement, de l'élu et des associations sportives respectueuses. Il y a plein d'endroits en France où ça fonctionne extrêmement bien et il y a plein d'endroits en France où malgré la volonté parfois d'un préfet, parfois d'une région, parfois d'un département, parfois de qui que ce soit, et ben en fait ça fonctionne mal parce que personne ne met de la bonne volonté pour que ça se passe bien. Et c'est là où on a toute la problématique de l'intention nationale qui des fois prend corps ou pas au niveau local. Donc moi très bien sur l'intention. Ça paraît relativement évident que quand il y a des équipements sportifs disponibles, ils puissent être utilisés par d'autres. Maintenant, il y a malheureusement beaucoup de freins aussi à cette mise en place. Un des freins a été clairement identifié, c'est celui de pouvoir rentrer dans ces équipements sportifs par un autre accès que celui de l'établissement scolaire. Donc ça nécessite potentiellement quelques aménagements d'infrastructures. Mais au-delà de ça, il faut que tout le monde accepte de travailler et de collaborer ensemble. Il faut que les associations sportives derrière soient irréprochables aussi sur l'état dans lequel elles laissent l'équipement sportif par la suite. Donc tout ça va être confronté à une réalité du terrain. Et c'est ce suivi-là qui va être beaucoup plus intéressant que annoncer très fortement qu'il faut que tous les établissements scolaires et les infrastructures sportives des établissements scolaires s'ouvrent. Donc moi, ce que j'attends surtout sur un sujet comme ça, c'est qu'on soit capable de nous dire dans les 5 ou 10 prochaines années de combien de pourcentage d'équipements scolaires ouverts en dehors des temps scolaires aux associations sportives, à combien on est aujourd'hui, à combien on est demain, et qu'on se dise on veut prendre plus 10, plus 20, plus 30 par an, parce qu'il suffit pas de décréter ces choses-là pour qu'elles se mettent réellement en application dans tous les territoires. Il faut réussir à comprendre quels sont tous les freins un par un et quelles sont les solutions pour lever tous ces freins un par un. Et ça, c'est le vrai travail qui va commencer à partir de maintenant. Et c'est celui-là qui est le plus intéressant, plus que la communication sur ce sujet en tant que tel. Tout ça est donc un sujet qui nécessitera aussi de la consistance politique, sauf que consistance politique, elle est vraiment en danger une fois de plus, puisque il y aura un vote de défiance sans doute à l'Assemblée la semaine prochaine, qui causera la chute du gouvernement Bayrou, avec plusieurs conséquences. Si on faisait un petit peu de réal politique et de fiction politique, c'est quoi le scénario post-chute du gouvernement Bayrou pour le sport? Allez. C'est la merde, pour le dire poliment. non, mais les auditeurs me pardonneront cette trivialité. Bien sûr, les auditeurs sont d'une bienveillance incroyable. Blague à part, ça risque d'être un peu la pagaille d'un point de vue très général. C'est toujours pareil, le sport, il est pris dans un contexte, il évolue pas dans une bulle. Donc quand tout va bien, le sport en profite, quand tout va mal, le sport subit. Et donc oui, ça risque d'être évidemment compliqué, puisque si cette défiance est votée, le gouvernement, donc François Bayrou, devra remettre sa démission et celle de son gouvernement. S'ouvrira alors une phase durant laquelle soit effectivement le président de la République cherche à nommer un nouveau Premier ministre parmi des candidats volontaires, des partis qui seraient éventuellement considérés comme légitimes, et donc ça peut prendre un petit peu de temps. On se rappelle tous les atermoiements qui avaient précédé la nomination du gouvernement suite à la dissolution du mois de juin dernier, juin 2024. Donc ça peut prendre plus ou moins longtemps, parce que là aujourd'hui le paysage politique est très fragmenté.
Donc, ça veut dire un gouvernement démissionnaire, donc qui continuerait à gérer les affaires courantes. Donc, Marie Barsac serait ministre démissionnaire, donc elle continuerait à jouer à gérer les affaires courantes. L'autre possibilité, mais qui serait un peu la même, puisque ça serait la dissolution de l'Assemblée nationale, avec tous les risques que ça peut éventuellement comporter de ne pas avoir une situation beaucoup plus claire à l'issue de nouvelles élections législatives anticipées. Ça voudrait dire que là aussi, il y a quand même un gouvernement qui assure la continuité le temps que un nouveau gouvernement soit issu d'une majorité hypothétique à l'Assemblée nationale. Bref, tout cela pour dire que on ne serait pas vraiment du tout dans un cas comme dans un autre, en tout cas c'est moi mon sentiment, qui sortirait Premier ministre. Ni si c'était sans dissolution, ni avec dissolution. Et du coup, on ne sait pas qui pourrait être nommé ministre des Sports. Est-ce que Marie Barsac conserverait son siège, son poste difficile à dire aujourd'hui. Et si c'était pas Marie Barsac qui serait nommé, honnêtement, là, il faudrait bien malin qui peut aujourd'hui vraiment le préciser. Moi, j'ajouterais que là, aujourd'hui, on a un ministère de plein droit sur le sport, avec les coupes budgétaires qu'on a connues et du coup la réduction à une infime particule de tout ça. Il est aussi possible que dans la nouvelle échiquier politique, on repasse à un secrétariat d'État au mieux. Alors, deux choses par rapport à tout ça. La première chose, c'est que parmi tous les ministres actuels, s'il y en a quelques-uns, dont Marie Barsac fait partie, qui, quoi qu'il arrive, pourrait potentiellement être reconduite parce qu'elle est relativement apolitique. Et donc, à partir du moment où elle est politique, on se rappelle d'où elle vient, c'est la directrice de l'héritage du COJOP. Donc, potentiellement, quel que soit le Premier ministre, alors pas quel que soit, mais il y a des possibilités où des futurs Premiers ministres pourraient avoir intérêt à jouer à la stabilité de ce côté-là et se dire c'est entre guillemets neutre et positif, ça maintient un petit peu de stabilité. Elle n'est pas trop clivante en tout cas, en effet. Ouais. Ça c'est le premier point, donc il peut y avoir une continuité, alors qu'on sait qu'il y a certains ministres qui sont très politiques et forcément n'assureront pas la continuité là où ils le sont. Ça c'est le deuxième élément. Le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que ça revient au sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Si on pense au jeu des acteurs du sport français et à la nouvelle présidente, ça laisse une place quand même majeure au Comité national olympique et sportif français, qui rêve depuis 20 ans d'être ministre à la place des ministres et vizir à la place des vizirs, de prendre un peu plus la main sur ce qui se passe au niveau du sport français, de s'affirmer un petit peu plus. Et même de la part des politiques et même de la part de certains ministres, ça a toujours été une volonté de voir un CNOSF parfois plus fort, parce qu'on trouvait que le CNOSF était trop en dedans, qu'il ne prenait pas assez de risques, qu'il n'affirmait pas assez ses positions. Bah là, on va avoir un CNOSF qui va avoir un peu plus la main sur ce qui va se passer, donc ça va être intéressant. Et non pas qu'il faille plus de ministère des Sports et seulement un CNOSF, je ne dis pas ça, mais avoir un CNOSF un peu plus face à ses responsabilités, qui assume de prendre ses responsabilités et qui joue un rôle un peu plus fort au niveau institutionnel et qui se contente pas de râler, mais qui aussi prend des initiatives, prend la main sur ce qui se déroule, ça peut être quelque chose de très intéressant et ça peut être quelque chose de positif qui émerge d'une situation qui ne l'est pas forcément. Et ça faisait partie, rappelons-le, du programme politique d'Amélie Oudéa-Castéra en tant que présidente du CNOSF, un CNOSF fort utile moderne, si je me trompe pas. Mais dans ces grands objectifs, il y avait la volonté de peser dans le débat public. J'évoquais tout à l'heure la volonté de peser en amont des élections municipales et intercommunales. Bien sûr qu'il n'y a pas que celle-ci. En 2027, les prochaines sont officielles et pour l'instant sont en 2027, la présidentielle et les législatives. Donc c'est évident que dans un paysage chamboulé, si le ministère des Sports subsistait ou s'il n'était plus un ministère de plein exercice mais un secrétariat d'État, etc., et qu'il était affaibli, clairement, tant la présidente du CNOSF que son équipe d'élus, que peut-être l'administration, serait en position de prendre plus d'importance. En tout cas, on aurait l'ambition. Resterait à voir comment tout cela se matérialiserait. Mais oui, je pense que, quand on fait le parallèle de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, on pourrait voir. Mais c'est vrai que je rejoins aussi Benjamin sur le côté apolitique de Marie Barsac.
clairement, elle n'est pas bon. Elle a très probablement ses propres convictions politiques, mais elle est pas encartée, affichée comme étant plutôt de Horizon, les Républicains, PS ou je ne sais quoi. Donc, elle pourrait conserver dans un paysage éventuellement un ministère, puisque voilà, elle est relativement consensuelle politiquement et qu'elle a cette historique en tant que directrice impact héritage des Jeux de Paris 2024. Donc voilà, on verra ce qui se passe. Ça doit quand même être une période assez compliquée à gérer quand on est ministre, c'est sûr. Bon, on doit y être un peu habitué, même si Marie n'est pas une professionnelle de la politique, mais aussi pour l'administration et puis pour les cabinets, hein, parce qu'ils savent pas trop. Voilà, il faut quand même continuer à gérer les affaires, il faut quand même se projeter. Ouais, il y a des discussions qui sont censées reprendre, par exemple aussi autour de la proposition de loi sur le sport professionnel. Est-ce qu'elles vont reprendre? Est-ce qu'ils seront ceux qui seront aux manettes pour la porter devant l'Assemblée nationale? Donc période probablement assez lourde à vivre pour ces personnes-là qui sont au cœur du réacteur et là pour le coup au cœur de la machine à laver. Ouais. Et cette instabilité politique au niveau sportif, c'est aussi un potentiel danger pour les 4-5 années après, parce que c'est aussi quand il y a une espèce de consistance politique qu'on peut faire des candidatures pour des grands événements, qu'il y a une volonté politique commune autour de grands projets sportifs comme a pu l'être Paris 2024 à 2030, et que quand ça se dissout comme ça, c'est peut-être plus compliqué de garder une consistance et ce signal qu'on avait un petit peu envoyé au monde comme quoi on était un peu la terre d'accueil pour les grands événements sportifs. Je vous propose de voyager un peu, d'aller de l'autre côté de l'Atlantique dans un pays qui est un paradis politique, n'est-ce pas, à savoir les États-Unis et plus précisément la Californie, puisque la Californie va accueillir en 2028 les Jeux Olympiques et nos amis américains qui sont toujours très créatifs en matière de business sont en train d'inventer une nouvelle manière de faire du business dans les jeux, à savoir donner un nom d'annonceurs, de marques à des venues, à des stades qui vont accueillir des épreuves. Et ça, c'est une énorme nouveauté dans le monde olympique, parce qu'il y a la fameuse protection de ce qu'on appelle le field of play, le terrain de jeu. Je sais pas très bien si tu viens me challenger. Et donc ça, c'est une nouveauté. Et donc c'est une nouvelle source de revenus pour les comités d'organisation des Jeux qui va, selon moi, un peu à l'encontre de ce qui s'était passé dans le passé. Allez, vas-y, Benjamin. Je t'écoute. Non, mais effectivement, alors je suis d'accord avec toi. Il faut voir deux choses. Il faut voir la première chose, effectivement, on a forcément cette lecture où ça y est, les Américains ont réussi à faire céder le CIO là où personne n'avait réussi à les faire céder. Ça y est, c'est l'ultralibéralisme américain qui a pris la main et qui permet de faire venir les marques là où on n'avait pas le droit de faire venir les marques, etc., etc. Et je partage en partie cette analyse. Maintenant, si on regarde un peu plus précisément, aujourd'hui, le naming des stades est de plus en plus courant et du coup, il y avait des difficultés de plus en plus majeures pour les comités d'organisation de revenir sur le naming d'un certain nombre d'équipements pendant les Jeux. Je crois même savoir que Paris 2024, même si ça n'a pas été pleinement utilisé, avait réussi à déjà faire plier le CIO sur ce sujet. Donc, en fait, Los Angeles s'est embarqué dans une brèche, mais Paris 2024, sans l'utiliser pleinement, avait déjà fait accepter l'idée au CIO qu'on pouvait conserver le nom de certains endroits. Enfin, en tout cas, regarde, l'accord de Bercy. Oui, mais en fait, ils n'avaient plus le droit d'utiliser accord dans le naming. Ça avait été dealé auparavant, mais à la fin, a priori, de ce que je sais, ils avaient commencé à avoir un premier accord du CIO. Et là où je disais attention par rapport à ce que tu dis, c'est que la marque ne sera pas présente dans le stade. C'est-à-dire que le stade, à l'intérieur du stade, on sera dans un environnement complètement clean et dans un environnement 100% politique. Donc, à la fois, on a une première entorse, et je suis d'accord avec toi, il faut la noter, et puis on voit toute la puissance américaine sur ces sujets, d'être capable de faire plier les choses. À la fois, on a le fait qu'il y a de plus en plus de naming, et donc que ça aurait été de plus en plus difficile de faire céder un petit peu. Enfin, si on veut utiliser les meilleurs équipements, à un moment donné, ces meilleurs équipements, ils ont des deals tellement forts et tellement puissants avec des marques que ça aurait été de plus en plus difficile. Et par contre, ce qui va être assez intéressant à observer, c'est que de ce que j'ai compris du sujet,
il faudra être partenaire majeur du CIO ou du COJOP pour avoir le droit d'être namer d'un endroit. Bien sûr. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation où le nouveau namer d'un stade n'est pas le namer habituel de ce stade parce qu'il n'a pas acheté les droits dans leur globalité. Donc ça, il va y avoir des zones d'ajustement qui vont être forcément assez intéressantes. À l'inverse, je suis partenaire TAP, donc je suis partenaire du CIO, je vois d'un très mauvais œil que des annonceurs puissent juste sponsoriser le stade d'un... Donc Christophe, je te laisse rebondir sur ça. Il y a plein de choses, mais alors, effectivement, le CIO a plié. Probablement, c'est le fruit d'un processus long. Effectivement, là, ça se matérialise sur Los Angeles, qui a peut-être eu plus de poids pour enfoncer le clou que Paris 2024 avait commencé à planter, parce qu'en fait, c'est un processus permanent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 24, il y a 26, il y a 28, il y a 30, il y a 32. Enfin, donc des jeux, il y en a tous les 2 ans. Et en fait, il y a des choses qui se passent, qui prennent du temps à se mettre en place, mais qui se négocient souvent, parfois plusieurs années en avance. Donc voilà. Mais oui, clairement, ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que ça va tout révolutionner? Je sais pas. Donc, je vais essayer de répondre à quelques-unes de ces questions en pas trop longtemps. Non, clairement, le CIO plie, mais met des règles drastiques. C'est évident qu'il y aura pas de Pepsi Arena au jeu de Los Angeles. Ouais. C'est évident. Parce que Coca est partenaire top. Parce que Coca est partenaire top. Donc, clairement, le CIO a dû dire OK, mais par contre, il s'applique à ce sujet du naming les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux partenaires domestiques des pays hôtes, à savoir aucun partenaire qui entre dans les champs d'exclusivité des partenaires top. Il protège les catégories, comme on dit. Pas de Mastercard, pas de... Ouais. Parce que et ils ont pu faire Honda parce que Toyota est sorti sur 2028. Voilà, exactement. Ouais. Là, c'est le premier garde-fou. Le CIO dit, OK, on ouvre cette possibilité-là, mais dans le cadre du programme marketing et dans le cadre des axes de protection qu'on impose aux villes hôtes et aux pays hôtes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce que ça va complètement changer la chose? Alors oui, ça change beaucoup la chose parce que dans l'univers des grandes institutions sportives internationales, le CIO, la FIFA, l'UEFA, on est sur une politique où les stades perdent leur nom pendant les grandes compétitions. La Coupe du Monde de foot de la FIFA, la Champions League de l'UEFA, l'Euro de l'UEFA, c'est plus l'Allianz Riviera de Nice, c'est le stade de Nice, c'est plus l'Allianz Arena de Munich, c'est le stade de Munich. Donc c'est quand même un vrai changement. Il y a un vrai changement de paradigme. Ça, il faut le noter. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives. Ça devient un nouvel actif marketing que les comités olympiques, que les comités d'organisation, vont pouvoir commercialiser. Maintenant, est-ce que ça va complètement chambouler l'économie? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce qui va être intéressant, c'est éventuellement les enceintes qui ne sont pas nommées, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de namer déjà, parce que là, je rejoins Benjamin. Ça va être très compliqué d'enlever le nom d'une enceinte sportive qui a déjà un namer et que tout le monde aux États-Unis connaît avec son nom commercial et de mettre un autre nom. Ça va être compliqué parce que ça sera difficile pour les gens de s'y retrouver. Et puis pour le namer, ça sera pas forcément porteur parce que une des clés de réussite d'un naming, c'est le fait que ce soit installé, que ce soit durable. Donc sur une enceinte permanente déjà nommée, j'y crois quand même moyennement. Si ce n'est qu'effectivement, ça permet de conserver un namer. Honda est déjà namer, conservera son naming, moyennant un supplément à payer, hein, parce qu'évidemment que il y a un supplément à payer pour le conserver. Par contre, ça peut être intéressant pour des enceintes qui ne sont pas soumis au naming aujourd'hui, soit des enceintes pérennes, soit des enceintes temporaires. Et là, c'est effectivement intéressant parce que elles pourront être nommées et elles apparaîtront en tant que telles à l'écran, notamment lors des diffusions. Et les commentateurs, les journalistes pourront indiquer que le nom c'est la Visa Venue, la Visa Stadium, la Visa Arena, dans lequel se déroulent les épreuves de lacrosse en 2028, par exemple. Donc voilà. Donc moi je pense qu'il y a du positif, que potentiellement ça ouvre un nouveau terrain de recherche de partenaires, et ils ont quand même l'objectif d'avoir 2,5 milliards de dollars, hein, nos camarades américains. Là, nous on a fait 1,2 milliard, ce qui est déjà pas mal, ou 1,3, ouais. Et donc effectivement, il faut ouvrir ça.
Maintenant, ça va pas tout révolutionner, et ce d'autant plus, voilà, que ce naming, la réussite, c'est son installation, c'est son appropriation, ce sont les activations. Et donc moi, je crois plutôt à des partenaires qui vont activer plein de choses pendant les jeux, qui éventuellement vont payer ce petit supplément pour venir sur une enceinte là où ça fera sens, que quelqu'un qui viendrait juste acheter ça pour 15 jours de compétition olympique ou 15 jours de compétition paralympique. Très clair. Merci messieurs pour cette clarification. Je vous propose qu'on aborde un dernier petit point. Il nous reste 5 petites minutes. On a dit tout à l'heure que les Français s'étaient massivement dirigés vers les clubs avec des chiffres assez encourageants. Et il y a eu un baromètre sur cette rentrée sportive. Benjamin, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? On se laisse encore 5-6 minutes et je vous laisserai tranquille. Ouais, j'ai pas envie de revenir sur le baromètre dans sa globalité parce qu'il y a des baromètres régulièrement qui mesurent la pratique sportive des Français et dans ces baromètres-là, moi je préfère ne regarder que celui de l'INJET parce que la définition de la pratique sportive, sinon elle est trop difficile. Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est... Voilà, donc ça, c'est pas particulièrement ce qui m'a intéressé dans ce baromètre. En fait, il y a une question qui m'a interpellé dans ce baromètre et dont je trouve le résultat assez amusant. C'est au cours des dernières années, avez-vous été incité à faire plus de sport? Et dans les Français qui ont répondu oui, il y a 3 raisons qui ont émergé. Il y avait par les exploits sportifs de haut niveau, par des grands événements sportifs et par des vidéos sur les réseaux sociaux portées par des sportifs amateurs. Et c'est les vidéos postées sur les réseaux sociaux par les sportifs amateurs qui ont le plus incité les Français à se mettre au sport. Et cette question, alors je suis pas un immense observateur de tous les observateurs du sport, mais je l'avais pas vu, en tout cas pas formulé comme ça. Et ça me semblait intéressant de le soulever parce que moi, j'ai toujours des doutes quand on me parle de l'influence des champions sur la pratique ou l'influence. Je dis pas qu'elle est nulle, mais je dis que des fois, on en fait trop sur ce sujet et je suis pas sûr on mesure assez mal à quel point les gens se mettent au judo parce que Teddy Riner existe. Les gens se mettent au judo parce qu'il y a des places dans les clubs de judo, parce qu'il y a des très bons éducateurs dans les places de judo, parce qu'il y a des horaires de clubs de judo qui conviennent au fait que les parents puissent amener les enfants dans les clubs de judo, et parce que les clubs de judo marchent bien de manière générale. Est-ce que c'est parce que il y a Teddy Riner? Je suis jamais parfaitement sûr, et en tout cas je trouve que c'est très peu évalué, très peu mesuré. Alors s'il y a bien sûr des pics post-jeu de licence qui sont intéressants, encore plus cette année, mais je trouvais ça intéressant de voir que c'était plus les amateurs qui incitaient grâce aux réseaux sociaux les autres à se mettre au sport que les champions et les grands événements. Je trouve que ça invite à réfléchir et que ça peut aussi inviter à réfléchir sur, vu que c'est une volonté des politiques publiques de manière générale d'inciter à faire du sport, peut-être que il faudrait aussi consacrer du temps de communication, du budget, etc. à ces incitations entre sportifs amateurs à faire du sport, plutôt que de toujours parler de ces champions, de ces grands événements qui incitent. Je trouve que ça amène à réflexion. Je n'en tire pas de conclusion, évidemment, parce qu'en plus, les chiffres sont pas non plus... Il n'y a pas 70% qui sont incités par les vidéos amateurs et 5% par les grands événements. Je dis simplement que c'est un élément de réflexion qui m'a interpellé et qui méritait, je trouve, d'être souligné. Ce sera le mot de la fin, Benjamin. Chers auditeurs, merci à tous d'être encore là pour cette nouvelle saison. Évidemment, j'ai besoin de vous. Il faut vous abonner sur YouTube, les petites cloches, les petits commentaires, les petits likes, ça nous aide toujours. Idem sur les plateformes d'écoute, c'est comme ça que je peux avoir plus d'audience et donc plus d'invités qui pourraient être convaincus de revenir sur l'aventure Dream Team. On se retrouve pour le prochain épisode. J'en profite pour remercier mes compères et à très bientôt.